Et bonjour à tous, bienvenue sur la TV 42. Je suis DosGeek et nous sommes réunis cet après-midi, mercredi 2 décembre 2020. Oui, je n'étais pas sûr de la date. 2 décembre 2020, nous sommes réunis cet après-midi, ce nouveau mercredi après-midi, pour un ciné-live, un petit live éducatif hebdomadaire autour du cinéma, en quelque sorte de l'éducation à l'image, essayer de décortiquer des films qui ont marqué l'histoire du cinéma. Donc tout ça en compagnie, dans une ambiance sympa, décontractée, relax, et pour essayer de passer un bon après-midi ensemble. Avant, il y a quelques années, le mercredi après-midi, c'était le Club Dorothée. Et bien maintenant, ce n'est plus le Club Dorothée. Maintenant, le mercredi après-midi à 14h, c'est le Ciné Live avec DosGeek sur la TV 42, ok? Bien. Alors, nous allons laisser le temps aux gens d'arriver. Comme d'habitude, nous sommes en live. Nous allons faire une analyse, une synthèse d'un film en direct. Et donc, eh bien, on va laisser le temps aux gens d'arriver s'ils veulent échanger, poser des questions, comme d'habitude. Alors, j'ai vu qu'il y avait déjà quelques arrivants. Donc, on va dire bonjour, comme d'habitude, toujours aux premiers arrivants. C'est la moindre des choses. C'est une forme de politesse quelque part. Et donc, on va dire bonjour à Tonton la Groseille, qui doit être là, et Uten Silzink. Voilà, pas facile à dire, mais c'est fait. Bonjour à vous, les petits gars. J'espère que vous avez la forme. J'espère que vous êtes prêts pour une nouvelle session de live éducatif. Et j'espère que vous avez toutes les écoutilles sont ouvertes, que tous les feux sont verts pour essayer de rentrer dans l'univers de ce nouveau film que je vous propose aujourd'hui. C'est ce nouvel univers, ce nouveau scénario, vous allez voir. Alors, au niveau du titre, le titre doit déjà vous aiguiller sur le film qu'on va traiter aujourd'hui. Le titre de cette vidéo, c'est en français Seul sur Mars, avec Matt Damon. Le titre en anglais est évidemment The Martian. The Martian, avec l'accent English, l'accent American. Et donc je vous propose que nous découvrions, que nous revenions ensemble sur ce film. Découvrions, si jamais certains d'entre vous n'ont pas eu l'occasion de le voir encore, c'est un film assez récent, hein. J'ai trouvé que ça pouvait être bien d'alterner une semaine un vieux film, parce que jusque-là on a fait des vieux films, et la semaine d'après un film plus récent. Et ainsi de suite, on va essayer d'alterner, comme ça permet d'avoir un certain équilibre. Alors, eh bien si vous êtes prêts, oui, vous, chez vous, dans votre canapé, si vous êtes prêts, je vous propose qu'on démarre très vite ce nouveau live, cette nouvelle analyse de film, ok ? Mais d'abord, on va passer en full caméra. Ouh ! Yes, bienvenue à vous les petits amis, bienvenue. Je vous propose aussi de vous munir d'un café, d'un thé ou d'une autre boisson, puisque on va être là pendant quelques minutes, hein, enfin pendant même quelques bonnes minutes, quelques heures, voire même, sur ce nouveau live. Alors quel est le principe du live éducatif, du ciné-live ? C'est un live qui dure à peu près en général 2 heures, où on va essayer d'analyser, de revenir sur un film qui a marqué l'histoire du cinéma, un film d'anthologie, un film culte, un film de légende, ou un film qui a marqué les esprits, les critiques, qui a eu un certain succès ou autre, qui a marqué peut-être en positif ou en négatif, mais qui quelque part a provoqué des réactions, qui a bien marché ou qui a permis de tester de nouveaux procédés techniques ou autres ou artistiques, qui a permis de mettre en valeur des talents, que ce soit réalisateurs, comédiens ou autres. Et donc je vous propose qu'on découvre ensemble, qu'on étudie ces différents aspects des métiers du cinéma et de l'industrie du cinéma quelque part. Cinéma international, ok ? Bien.
Allez, c'est parti. Hop. On va passer dans notre studio de classe. Notre studio dans la classe. Voilà, tout simplement la classe du Ciné Live. Où on va commencer à étudier. On va commencer l'étude du sujet d'aujourd'hui. Allez, c'est parti. Ça, c'est bon. Hop. Toc. Transition. Voilà. Nous sommes maintenant, désormais, dans l'univers du film Seul sur Mars, un film qui date de 2015. Ok ? Bien. Alors, je vous propose, ni une ni deux, d'embrayer directement sur la première vignette de cette nouvelle étude. Ah oui, je tiens à vous rappeler aussi, dès le début de ce live, que toutes les vidéos, tous les lives du Ciné Live sont disponibles en replay. Ils sont mis en ligne automatiquement 2-3 jours après le live sur la chaîne YouTube de la TV42. Donc si vous n'avez pas la possibilité d'assister au live dans sa totalité ou vous devez sortir et vous n'avez pas la possibilité de suivre complètement le live, il est possible de revenir à tout moment sur tous ces éléments, tout ce qui est dit dans la vidéo en replay sur la chaîne YouTube The Vol 42. Ok ? Allez, première vignette, hop, démarrons les hostilités, on rentre dans le vif du sujet. Allez, c'est parti, direction la planète Mars. Alors, le titre original de ce film, Seul sur Mars, donc, dont vous voyez l'affiche originale juste derrière moi. En anglais, le film s'appelle The Martian, le Martien, et non pas Mulder le Martien, pour les fans de la série X-Files. Donc une production américaine, un film qui dure quand même assez longtemps, qui dure 2h24, et j'ai envie de dire, quand vous allez voir le réalisateur, ça n'est pas étonnant de sa part, puisque c'est un réalisateur qui est assez habitué, assez coutumier du fait. Un film sorti en 2015, sorti le 21 octobre en 2015, sorti international. Dans le genre évidemment science-fiction, mais pas que, vous allez voir. Tiens, bonjour Kira Deschola. Bienvenue à toi. Tiens, je vais masquer le chat sur la vidéo. Voilà. Comment vas-tu, Kira Deschola ? Donc, production américaine avec un budget initial, un budget de production de 108 millions de dollars. C'est pas mal, j'ai envie de dire, il y a moyen de faire quelque chose de pas mal, ok ? Donc, un film réalisé par Ridley Scott. Comment vas-tu ? Ça va très bien, merci. Merci à toi. Toujours la forme, toujours au top pour être avec vous. Et donc, un film réalisé avec une musique de Harry Gregson Williams, qui est un compositeur britannique formé par Hans Zimmer, le fameux, le monstrissime compositeur de films qui a fait des musiques de films incroyables. Alors, c'est Harry Gregson Williams qui a fait évidemment la musique, les scores de ce film, mais vous allez voir que c'est un film qui n'est pas uniquement basé sur de la musique de composition, il y a aussi beaucoup de scènes qui sont illustrées musicalement par des musiques des années 70, ou des chansons des années 70, un peu disco. C'était assez voulu de la part du réalisateur pour être un peu en décalage. Ça fait partie de la culture du personnage principal, qui se raccroche, une fois qu'il est piégé sur Mars, qui se raccroche un peu à ces repères-là. Et donc, comme il est fan de musique, de chansons des années 70, il écoute souvent cette bande sonore, et ce qui fait que ça vient illustrer régulièrement toutes les scènes du film. C'est une production de la 20th Century Fox. Et ce prix, il faut savoir que ce prix a eu des récompenses. Il a eu notamment 2 prix Golden Globes en 2016 pour la meilleure comédie, ce qui est assez étonnant,
Meilleure comédie pour un film de science-fiction et meilleur acteur Matt Damon qui a réalisé une vraie performance dans ce film. Et évidemment, le film a aussi eu différentes nominations, notamment aux Oscars et d'autres festivals cinématographiques, mais n'a pas obtenu les prix correspondants. Mais déjà, 2 prix Golden Globes, c'est déjà pas mal du tout. Ça montre déjà que le film, c'est une bonne garantie de la qualité du film. Et donc évidemment, il y a un casting qui est assez exceptionnel, qui est au rendez-vous de ce film. Mais vous avez là, à ma droite, vous avez notamment certains acteurs, ces personnages principaux, qui sont des acteurs qui jouent pas mal, qui sont récurrents dans les films récents, des acteurs majeurs. Donc dans ce film Seul sur Mars, on a évidemment Matt Damon qui joue le rôle principal, qui incarne Mark Watney, qui est l'astronaute piégé sur Mars. Ensuite on a sa collègue Jessica Chastain qui incarne Melissa Lewis, une autre astronaute qui elle parvient à s'échapper de Mars in extremis. Et enfin on a Sean Bean, le dernier protagoniste, qui est aussi un acteur majeur d'Hollywood, qui a joué dans beaucoup de films, souvent des rôles de méchants, qui a joué aussi dans Le Seigneur des Anneaux, qui a joué dans des films avec Harrison Ford comme Jack Ryan, toute la saga. Salut Strass 247, comment ça va bien ? Écoute, ça va bien. Imhotep. Donc voilà, Sean Bean qui joue Mitch Henderson, qui est un employé de la NASA. Puisque évidemment, comme notre film suit l'histoire de cet astronaute piégé et qui est abandonné, qui est seul sur Mars, et il va essayer d'entrer en contact avec les employés de la NASA pour essayer de le rapatrier. Mais je m'avance un peu, je passe directement au synopsis de ce film. Donc le synopsis, voilà. On va essayer d'être clair, concis, rentrons tout de suite dans le vif du sujet, histoire de planter le décor pour que vous sachiez, je ne dis pas de mots vulgaires, pour que vous sachiez de quoi il retourne dès le début de ce live, ok ? D'ailleurs, Kira Deschola et Strass, est-ce que vous avez vu ce film, Seul sur Mars ? Sinon, j'ai l'impression de parler dans le vide quelque part. Alors, commençons déjà le synopsis. Lors d'une expédition sur Mars, l'astronaute Mark Watney, donc Matt Damon, qui était avec d'autres astronautes, avec une équipe, est laissé pour mort par ses coéquipiers, évidemment, en raison d'une tempête qui les a obligés à décoller en urgence. Mais Mark a survécu, et il est désormais seul, sans moyen de repartir sur une planète hostile. Il va devoir faire appel à son intelligence et son ingéniosité pour tenter de survivre et trouver un moyen de contacter la Terre. À 225 millions de kilomètres, la NASA et des scientifiques du monde entier travaillent sans relâche pour le sauver, pendant que ses coéquipiers, qui sont eux sur le chemin de retour vers la Terre, vont tenter d'organiser une mission pour le récupérer à tout prix, évidemment à partir du moment où ils vont apprendre qu'il est encore en vie. Donc, vous allez voir que ce film soulève des questions qui sont très intéressantes, même des questions philosophiques, par exemple, notamment, si un homme était survivant, était abandonné, était seul sur une planète lointaine comme sur Mars, la question est: est-ce que ça vaut le coup de sacrifier des milliards de dollars et aussi des vies humaines pour envoyer une mission pendant plusieurs millions de kilomètres à l'autre bout de l'espace pour aller le chercher, le rescaper ? Quelque part, c'est là la question qui est soulevée par ce film. Est-ce que ça en vaut la peine ? Est-ce que une seule vie humaine au fin fond de l'espace vaut la peine d'être sauvée, même au sacrifice de plusieurs dizaines d'autres ? Et au sacrifice aussi de la fortune d'un milliardaire ou d'un organisme d'État.
spécialisé dans la mission spatiale. Alors, Strass nous dit que oui, il a vu le film, même qu'il se propulse avec un trou dans son gant. What the fuck? Ah oui, on va en parler à la fin de ce live d'ailleurs. On va parler des incohérences du film, parce que je disais que Ridley Scott, le réalisateur, était coutumier du fait de faire des films assez longs, mais il est aussi coutumier du fait d'avoir quelques incohérences dans ses scénarios. Il l'aurait fait se propulser avec un P, ça aurait été pareil. Et Kira Deschola nous dit qu'elle a vu aussi le film, ça vaut le coup. Et salut tonton la groseille, salut. À ta réponse, on peut prendre l'exemple des sous-mariniers du Kursk et ça donne une idée, non? Oui, aussi, oui. C'est vrai, c'est un peu le... Sauf qu'ils sont un peu moins loin. Mais dans le cas des sous-mariniers, ils étaient plus nombreux. Alors que là, on a une personne qui est seule sur une planète lointaine. Surtout que là, c'est médiatisé si un homme est coincé sur une planète. Oui, c'est médiatisé d'ailleurs dans le film. Ça montre comment le sujet est traité par les médias. Et la communication des organismes tels que la NASA dans ce genre de situation. Si ça arrive, vaudrait mieux aller le chercher, oui. Ouais, je sais pas, moi je dirais... qu'ils se démerdent. Non, je suis méchant. En tout cas, vous me prendrez pas l'argent sur mon compte pour financer la mission. De toute façon, vous pouvez faire tous les prélèvements que vous voulez, ça passera pas, il y aura des rejets. Allez taper à une autre porte pour financer la mission, s'il vous plaît. Allez, alors je vous propose, du coup, pour continuer à planter le décor, je vous propose que on regarde directement la bande-annonce, comme ça au moins, là, il n'y a pas de fioriture, on est déjà lancé, voilà. Ok, donc je vais couper la musique de fond, et je vais lancer la bande-annonce en français du film, histoire de se remémorer ou de se mettre dans le jus du film, ok? Allez, on est parti. Toc, on va faire ça. Voilà, on va faire ça, toc toc toc. Si on se faisait un petit peu ça aussi, on va faire ça. Attendez, je prépare la vidéo, hein, histoire de pas faire de bêtises. Toc. On va avoir quelque chose d'assez propre. Voilà. Toc. Et toc. Et on va faire comme ça. Voilà. Et voilà comme ça, et voilà comme ça, hop. Et voilà. Allez, c'est parti. Transition, hop. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est la bande-annonce. Attendez. Non, c'est pas ça. New York City. C'était la bande-annonce de la semaine dernière. C'était la bande-annonce de Soleil Vert. Donc, nous voici. Et du coup, on va remettre le chat. Kira Deschola qui nous dit jamais vu le film. Oui, sur les sous-mariniers. Bien. Si vous êtes prêts, on lance la bande-annonce. Allez, c'est parti. Seul sur Mars. Chaque être humain a un instinct primaire. Secourir son prochain. Si un randonneur se perd en montagne, des recherches s'organisent. Si un séisme rase une ville, le monde entier envoie du ravitaillement d'urgence. Cet instinct est commun à toutes les cultures, sans exception. Vers 4h30 du matin, nos satellites ont détecté une tempête qui se dirigeait vers le site Ares 3 sur Mars. La tempête ayant atteint une violence extrême, nous avons dû nous résoudre à annuler la mission. Mais pendant l'évacuation, l'astronaute Mark Watney a trouvé la mort. Ce journal sera mon témoignage. Je m'appelle Mark Watney et je suis toujours en vie, comme vous le voyez. J'ai aucun moyen de contacter la NASA, ni mes coéquipiers. Quand bien même j'y arriverais,
Il faudrait 4 ans à une mission habitée pour me rejoindre. Et j'occupe un habitat conçu pour durer 31 jours. Donc, face à cette situation accablante, je n'ai pas le choix. Je vais devoir en chier de la science. Bon alors, d'abord les chiffres. Je dois cultiver de quoi me nourrir pendant 4 ans, ici, sur une planète où rien ne pousse. Et si je trouve pas le moyen de contacter la NASA, tout ça n'aura servi à rien. Houston, nous venons de recevoir un message vidéo. Il est destiné à l'équipage. Passez-le. Mon Dieu. Mark Watney est toujours en vie. Dans ta face, Neil Armstrong. On l'a abandonné. On va le récupérer. La NASA n'a pas donné son accord. Donc ce qu'on fait là, c'est une mutinerie. Si on loupe l'étape du ravitaillement, on est mort. Si on loupe l'assistance gravitationnelle, on est mort. Si on fait un pas de travers, on est mort. L'espace n'est pas très coopératif. Je vous le garantis, à un moment donné, tout va partir en vrille. Et vous vous direz, ça y est, c'est la fin. Est-il possible qu'il soit encore en vie? Ne se prononce pas. Ah voilà, le 21 octobre 2015 au cinéma. Je me souviens que j'avais été le voir à sa sortie en salle, hein, parce que moi je suis un grand fan des films de conquête spatiale, des films de science-fiction, tout ce qui se passe dans l'espace, je suis toujours un grand fan, et j'avais pas été déçu hein, du résultat. Et là, le fait de refaire un détour par ce film à l'occasion du Ciné Live, ça m'a redonné envie de revoir le film. Et peut-être même de le faire découvrir à mes enfants, hein, puisque c'est pas un film... on a dit que c'était de la science-fiction, mais vous allez voir que c'est aussi un film... en quelque sorte, qui mélange science-fiction et aussi un peu de comédie dramatique. Donc, je pense que c'est compatible, enfin, c'est family friendly, j'ai envie de dire. Voilà, j'ai trouvé un nouveau terme, c'est compatible avec les enfants et avec la famille. C'est compatible avec un public familial. À la différence de beaucoup d'autres films de Ridley Scott et non pas Ridley Scott, qui a fait beaucoup de films beaucoup plus pour un public adulte, avec notamment Alien, film d'horreur et tout ça. Bien. Passons à la vignette suivante. Donc déjà, vous voyez, bande-annonce assez sympa, assez saisissante. Il y a du rythme, on sent qu'il y a un enjeu, le pitch est bon, donc il y a moyen de faire quelque chose de bien. Le casque de Watney a un petit air de la tête de Robbie le robot, La planète interdite 1956. Ah, tu penses ? Oui, c'est vrai, avec les deux antennes sur les côtés, là, c'est vrai. Peut-être que c'est un petit clin d'œil des designers, évidemment. D'ailleurs, je ne m'interdis pas, tu fais bien de citer ce film, La planète interdite. Je ne m'interdis pas un jour de faire un ciné-live sur ce film-là, hein, qui est aussi un chef-d'œuvre du 7e art, qui est un film de science-fiction, un des tout premiers films de science-fiction qui m'a beaucoup inspiré en tant qu'auteur de bande dessinée. Et d'ailleurs, même Ridley Scott a avoué durant une interview qu'il s'était inspiré de ce film. Il avait été inspiré lui aussi par ce film La planète interdite. Cette histoire d'un équipage de Marines, de soldats, une sorte de Space Force, qui sont envoyés à bord d'une sorte de soucoupe volante ou de vaisseau spatial en forme de soucoupe volante, qui sont envoyés sur une planète lointaine à la suite d'un message de détresse. C'est déjà la base, c'est une bonne base
pour le développement par la suite d'un film comme Alien qui reprend un peu les mêmes codes. Bien, vignette suivante. Voilà, ce qui nous amène à Monsieur Ridley Scott, ou plutôt Sir Ridley Scott, puisque à présent, il faut dire Sir Ridley Scott. Ok ? Alors, peut-être que la musique est un peu fort. Voilà, là on va la baisser un peu. Eh bien, il y a bien un cinéma qui fait rêver par sa propension à nous emporter dans des paysages lointains et fantastiques, des paysages qu'on ne peut que contempler depuis notre bonne vieille terre, c'est bien le cinéma grâce à sa capacité à nous transporter dans l'immensité de l'espace et des galaxies étoilées. Et le succès de films comme Gravity, ensuite il y a eu Interstellar de Christopher Nolan, et bien le succès de ces films, qui sont arrivés juste avant Seul sur Mars, ce succès a fait renaître ces dernières années, on va dire, un intérêt du public pour les films de conquête spatiale. Et donc après toutes ces années, on peut se poser la question, et si enfin l'espace était redevenu un endroit à la mode, en tout cas pour le cinéma, peut-être même à l'occasion pour la pub. Et donc on a un Ridley Scott qui est là, qui est sollicité pour ce film-là, qui était au départ tiraillé entre une pelletée de projets à ne plus savoir lesquels réaliser et lesquels produire. Et donc il a finalement choisi en 2014 de s'attaquer en priorité à The Martian, Seul sur Mars, qui a été écrit au départ qui a été réécrit pour l'adaptation au cinéma par Drew Goddard, qui est aussi le scénariste de films comme Cloverfield, comme World War Z, et qui devait en assumer au départ la mise en scène à la base après avoir fait ses preuves sur le film La cabane dans les bois. Et en fait ce scénario, c'est un scénario qui est une adaptation à l'écran du roman, comme on l'a vu dans la bande-annonce, le fameux best-seller qui s'appelle Seul sur Mars ou The Martian, de l'auteur américain Andy Weir, publié en 2011. Donc à peu près 4 à 5 ans avant la sortie du film. Alors il faut savoir que c'était pas au départ un scénario quand il est à l'époque où il était publié par Andy Weir, au tout départ, aux origines, c'est pas un scénario qui a marqué de manière spectaculaire le public, les lecteurs. Mais il se trouve que le scénario a été racheté, la licence a été rachetée à un moment donné par la 20th Century Fox, qui s'est montré très intéressé par le concept. Et à partir de là, à partir du moment où ce scénario a été en quelque sorte remanié et réécrit par Drew Goddard, eh bien on a Ridley Scott qui commence à s'y intéresser. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où un grand réalisateur de la pointure de Ridley Scott commence à s'intéresser à ce genre de scénario, tout change et il y a des portes qui commencent à s'ouvrir pour financer ce genre de film. Et donc on a Ridley Scott qui lui était pas très motivé au départ pour faire une suite à Prometheus, c'est-à-dire Prometheus 2, qui était pas motivé non plus pour faire la suite de Blade Runner 2049. Et donc à l'époque il a vu, à travers ce film Seul sur Mars, il a vu l'occasion de s'offrir une porte de sortie provisoire à ces deux engagements contractuels qu'il avait vis-à-vis de la production 20th Century Fox. Parce que il était presque au terme de son contrat. Et donc pour lancer ce film, pour développer ce film, il a réussi à s'armer d'un budget confortable, sans non plus être gargantuesque, c'est pas un budget d'un blockbuster d'Hollywood, mais un budget quand même assez confortable, avec 108 millions de dollars. Déjà imaginez ce que vous pourriez faire juste avec 1 million. Eh bien là, imaginez avec 108 millions de dollars.
Et aussi, il s'est entouré d'un casting impressionnant réunissant Matt Damon, Jessica Chastain, Kate Mara, Michael Peña ou encore Sean Bean et bien d'autres. Et c'est en leur compagnie que ce fameux réalisateur Ridley Scott a pris la direction de la si mystérieuse planète rouge. Alors pourquoi je disais Sir Ridley Scott ? Parce qu'il a été intronisé par la reine d'Angleterre suite à tous ses succès cinématographiques. Il a été honoré du titre de Sir. Je crois que c'était en 2003. Parce qu'évidemment, Ridley Scott, au départ, il est anglais. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est un réalisateur anglo-américain. C'est-à-dire qu'il a une résidence à la fois en Angleterre et aux États-Unis. Et pourquoi anglo-américain ? Parce qu'évidemment, le cinéma, ça paye plus aux States qu'en Angleterre. Mais ça n'empêche qu'il a gardé ses racines et il a toujours un lieu de résidence en Angleterre. Il est resté fidèle à son pays d'origine, et ce qui fait que pour le remercier d'avoir contribué à faire rayonner la couronne d'Angleterre, eh bien, il a été honoré du titre de Sir. Donc aujourd'hui, on l'appelle Sir Ridley Scott. Un peu comme Elton John aussi au niveau de la chanson, Sir Elton John. Alors, Ridley Scott, qui est-il ? Ridley Scott, il est né le 30 novembre 1937 à South Shields, dans le Tyne and Wear, en Angleterre, au Royaume-Uni donc. C'est un réalisateur et producteur anglo-américain résidant aujourd'hui aux États-Unis. Il est révélé à la fin des années 70 et durant les années 80 par 3 blockbusters. Premièrement, Alien, le 8e passager, sorti en 1979, un film culte, dont j'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne YouTube, je vous invite à aller la voir, si vous avez l'occasion. Un film que j'ai vu je ne sais plus combien de fois, et que je regarderai à nouveau avec grand plaisir. Blade Runner en 1982, et ensuite Legend, je crois que c'est avec Tom Cruise. Blade Runner aussi, un autre film qui m'a beaucoup marqué, un film d'anthologie. Et Legend, un film un peu plus heroic fantasy, film fantastique avec des fées, des elfes, une licorne et Tom Cruise, sorti en 1985. C'était un des premiers films de Tom Cruise d'ailleurs, je crois. Et bon, après, je crois que c'est un pléonasme de dire que un film de Tom Cruise a du succès. Enfin, tous les films où il y a Tom Cruise dedans, en général, ont du succès. Et donc, durant les années 90, ces films connaissent ensuite un peu moins de succès. Se détache juste en 1992, il y a le film Thelma et Louise, et puis on a aussi le film 1492, Christophe Colomb, avec Gérard Depardieu. Mais au début des années 2000, il va faire un retour fracassant au premier plan, en relançant le péplum avec notamment ce fameux film Gladiator en 2000. Gladiator, encore un grand film, un film de gladiateur pour les fans du genre, qui a permis aussi à la carrière de cet acteur australien Russell Crowe d'exploser à l'écran. Un film aussi, Gladiator, que je vous invite à aller voir, que j'ai vu également de nombreuses fois. Je suis un grand fan de ce réalisateur. C'est un réalisateur qui m'a beaucoup influencé au niveau du découpage, de la mise en scène, du cadrage, de la photo. Et donc suite à ce retour de flamme à partir des années 2000, il enchaîne ensuite avec des grosses productions comme Hannibal en 2001, La chute du Faucon Noir en 2002, encore un autre grand film de guerre, Kingdom of Heaven en 2005, là aussi un film de chevalier, mais encore une fois un film d'anthologie. Enfin que des gros films, des films à succès, que je vous recommande là aussi. Et il va alterner aussi avec des films plus modestes, comme Les Associés en 2003 et Une grande année en 2006. Là pour le coup, ces films-là, je n'en ai pas beaucoup entendu parler.
Et donc durant les années 2010, il va revenir avec un certain succès à la science-fiction, avec Prometheus en 2012, la suite, ou plutôt la préquelle supposée de Alien. Alors je dis un certain succès puisque c'est un succès mitigé, hein, le film est toujours sujet à polémique. Il y a à la fois des gens d'un côté qui sont fans de ce film. Je pense que je dois dire que j'en fais partie. J'apprécie quand même le film, même s'il y a quelques incohérences, mais même si j'ai quelques déceptions par rapport au développement du scénario, mais je trouve qu'on retrouve l'univers un peu d'Alien. Mais voilà, je n'en dirai pas plus. Ensuite, évidemment, il a fait Seul sur Mars en 2015, et ensuite Alien Covenant en 2017, qui est là pour le coup une suite. C'est la suite directe de Prometheus. Sauf que là, c'est un film où j'ai été beaucoup plus déçu. Et donc, Ridley Scott, c'est un réalisateur qui est généralement reconnu pour son style visuel très concentré et atmosphérique. Sont des plans très aérés, avec un cadrage très soigné, où on prend soin de la photo, de l'ambiance, de cette brume. Ce style qui a inspiré un grand nombre de réalisateurs. Il a été nommé à 3 reprises à l'Oscar du meilleur réalisateur ainsi qu'aux Golden Globes et aux BAFTA Awards. En 2003, il est anobli, comme je disais, par la reine Elisabeth II pour service rendu aux arts britanniques. Et en 2015, il reçoit un doctorat honorifique par le Royal College of Art de Londres, qui est aussi une université qui forme à la photo et aux techniques audiovisuelles, à la cinématographie. Ridley Scott, c'est aussi le frère aîné d'un autre réalisateur de talent, Tony Scott, qui est décédé en 2012, qui était, je vous le donne en mille, je pense que certains d'entre vous le savent, Tony Scott, c'était le réalisateur de Top Gun. Top Gun, un autre film à succès avec Tom Cruise, voilà. Quand je vous dis que Tom Cruise, il n'y a pas de films de Tom Cruise qui ne sont pas des succès. Et donc les deux frères Scott, Ridley et Tony, ont fondé la société de production Scott Free Productions en 1995, dont on a vu le logo au début de la bande-annonce de Seul sur Mars. Ridley Scott, il a eu 3 enfants, et il a toujours été passionné de dessin et diplômé de design. C'est pour ça que je dis que ça m'a beaucoup influencé, parce que je me retrouve dans cette personne. Il a un peu le même profil que moi, il a un profil de dessinateur, et ça se sent au niveau de ses cadrages. D'ailleurs, sur ses premiers films, c'était lui qui faisait ses propres storyboards. Et il réalise sa première œuvre cinématographique sous la forme du court-métrage Boy and Bicycle, qui est un moyen-métrage réalisé en 1965 à l'université de Londres, alors qu'il est étudiant en photographie, et c'est un film où son frère Tony joue. C'est un film d'une durée de 27 minutes, et ce film, si vous voulez le découvrir, eh bien, il figure sur le DVD du premier long-métrage de Scott, Les Duellistes. Un film avec Hervé Kettel, un film sur l'époque napoléonienne. Et donc, après un bref séjour aux États-Unis, Ridley Scott sera engagé par la BBC, où il va exercer les fonctions de chef opérateur, de chef décorateur, puis de réalisateur. Il va faire un peu, en quelque sorte, ses armes à la BBC. Ensuite, il quitte la BBC en 1968 et va fonder la maison de production Ridley Scott Associates, avec d'autres associés, pour laquelle son frère Tony Scott va réaliser plusieurs publicités télévisées. Il fera ses armes sur des publicités pour la télévision britannique dans les années 70. Donc les deux frères, en fait, ont souvent travaillé ensemble, un peu comme moi avec Black Devil. La comparaison. Et donc en 1977, à l'âge de 40 ans, il réalise son premier long métrage, Les Duellistes. L'âge de 40 ans, hein, donc c'est assez tard finalement. Donc voilà, il n'est jamais trop tard. J'ai envie de dire, moi ça me rassure quelque part, il n'est jamais trop tard pour faire un premier long métrage. Ça me laisse un petit peu de marge encore, même si je suis déjà dans la quarantaine.
Donc Les Duellistes, son premier film qui obtient le prix de la meilleure première œuvre au Festival de Cannes. Un film produit en Europe, et alors que son succès commercial est limité aux États-Unis. Et donc ce film est situé pendant la période des guerres napoléoniennes, vous pouvez le voir, c'est la vignette juste au-dessus de moi, film de 1977. Il met en scène 2 hussards, officiers de cavalerie français, Armand Dubert et Gabriel Ferraud, joués respectivement par Kit Carradine et Harvey Keitel. Et donc leur brouille, qui a démarré avec un incident très mineur, va se transformer petit à petit en une querelle amère, noire et très longue qui va s'étendre sur les 15 années suivantes. Et sera en interaction avec le cadre plus large des guerres qui restent toujours en toile de fond, les guerres napoléoniennes. Alors ce qui est intéressant aussi dans ces films à Ridley Scott, c'est qu'il y a toujours, il essaye toujours de coller à l'aspect historique, le contexte historique de son film, de son histoire. Et donc il essaye de réaliser une sorte de savant mélange entre réalisme historique et le côté un peu plus imaginaire, le côté un peu plus fantastique. On va essayer de se lâcher, de prendre un peu plus de marge, un peu plus de largesse sur le plan artistique, sur le plan développement du scénario, tout en gardant en background un aspect assez réaliste historiquement. Ce qui est un peu moins le cas dans les films de science-fiction, où on est plus dans un futur, on est dans un cinéma d'anticipation, mais il y a toujours quand même ce petit souci du réalisme en matière technique, en matière des accessoires utilisés par les personnages, des vaisseaux, etc. Notamment dans Blade Runner. Il essaye quand même de coller à la réalité, au réalisme de l'époque, du moment. Même si ça n'empêche pas quelques incohérences. Mais j'ai envie de dire, l'erreur est humaine, et qui ne fait pas des erreurs en ce monde. Et donc, suite à cet accueil mitigé de son premier film, Les Duellistes, Ridley Scott, il est très déçu. Il est déçu. Sa déception est grande, et elle le travaille pendant de longs mois. Et comme réaction à cette déception, il a d'abord pensé à s'attaquer à une adaptation de l'opéra Tristan et Isolde, ou Tristan und Isolde, mais après avoir vu le premier épisode de Star Wars de George Lucas, déjà il est sur le cul, mais il est rapidement aussi convaincu du réel potentiel que peuvent avoir les films réalisés avec des effets spéciaux. Il accepte donc de réaliser en 1979 Alien, ce film incroyable entre horreur et science-fiction proposé par la 20th Century Fox. Alien doit beaucoup au talent de Scott pour tout ce qui tient de la grande qualité de ses décors et des effets visuels si particuliers. Qualité des décors et des designs pour laquelle il avait fait appel évidemment au fameux artiste, je crois qu'il est artiste suisse, H.R. Giger. Vous pouvez d'ailleurs retrouver ses travaux sur Google. Et donc en plus de ça, l'accentuation, comme je disais, qui a été faite sur le réalisme de l'histoire donne au film un caractère intemporel. Et donc, suite à ce travail qu'il a effectué, le film Alien est un grand succès et obtient l'Oscar des meilleurs effets visuels en 1979 et va lui permettre de faire véritablement décoller sa carrière. Ce qui nous amène au concept du film Seul sur Mars. Donc, essayons d'imaginer comment un jour Ridley Scott il a présenté sa vision du projet à la Fox. Alors je me mets dans la peau de Ridley Scott. Donc en gros, je vais raconter l'histoire d'un mec abandonné tout seul sur Mars qui cultive des patates en se servant de sa propre merde, pip, comme engrais. Et je vais filmer ça sur du ABBA et tout plein d'autres chansons disco. Ok ? Et là, Coco, est-ce que vous me financez ce film ? Alors, évidemment, c'est résumé de manière un peu expéditive, mais Seul sur Mars reste quand même une réussite qui ferait presque oublier à elle seule les déceptions successives de ses films précédents, Prometheus et Exodus. Et paradoxalement, c'est alors qu'il signe un de ses films les plus grand public, Seul sur Mars, que Ridley Scott
pond un de ses travaux les plus audacieux. Un film audacieux à la fois dans son concept, même si on est loin du jusque-boutisme d'un All is Lost où Robert Redford était réellement le seul acteur à bord, audacieux dans le genre, ensuite, puisque Seul sur Mars se paye l'originalité, même si c'est un film de science-fiction, il est original dans le sens où c'est une comédie dramatique, et non pas un film catastrophe de science-fiction se prenant très au sérieux comme on a souvent l'habitude. Et ça pourrait être un film catastrophe, puisque là on est vraiment dans une situation dramatique. Mais le ton du film est volontairement décalé, c'est-à-dire que le personnage principal, vu qu'il est seul, il est abandonné à son propre destin. C'est un peu comme Seul au monde, hein, ce personnage de Tom Hanks qui est abandonné, qui est isolé sur une île en plein océan. Eh bien, il est obligé de dédramatiser un peu la situation pour arriver à s'en sortir et pour garder le moral. Et c'est un peu le cas de Matt Damon. Et c'est un film audacieux aussi dans sa narration, parce que dans ce film, on va essayer de se débarrasser des sempiternels ressorts narratifs déjà utilisés maintes et maintes fois. Encore une fois, ici, on n'a pas de gentil ou de méchant, pas de romance nunuche, polluante ou autres clichés faciles et revus. Et c'est un film aussi audacieux dans le sens où il part dans des délires stylistiques avec une bande originale 100% pure disco, mais qui est justifiée par l'histoire, puisque c'est dans le tempérament du personnage principal qui veut dédramatiser sa situation. Donc il va essayer de s'attacher à tous ces petits plaisirs du quotidien qui vont lui permettre d'avoir quelque chose à quoi se raccrocher pour lui permettre de tenir psychologiquement, de tenir moralement. Et ça détonne en fait complètement avec l'univers en présence, qui est très aride, la planète Mars. C'est un milieu très hostile. Concrètement, si tu n'es pas bien équipé, si tu n'as pas la logistique qui suit derrière, tu es mort dans l'heure qui suit. Donc c'est pour ça que cette originalité décale, détache, elle détonne, mais en même temps c'est ce qui fait le succès du film, puisqu'en fait ça surprend un petit peu le spectateur. Effectivement, on s'attendait en regardant le film à avoir quelque chose de plus dramatique, film catastrophe, mais en fait non, on va suivre le héros dans son quotidien. Et en fait, un quotidien qui va durer, puisqu'il va rester quand même un peu plus de 500 jours sur Mars, à vivre dans une complète solitude, à survivre. Les audaces, elles sont donc nombreuses dans ce film, ce qui contribue donc à réconcilier le spectateur avec les blockbusters hollywoodiens, en plus de proposer enfin un film original sur la conquête spatiale, grâce à un ton qui se veut vraiment différent du style habituel des films spatiaux. Passons à la suite. L'analyse du film, à proprement dite. Donc comme je disais, à la fois drôle par moments et prenant à d'autres moments, Seul sur Mars, c'est une aventure épique, assez intéressante, qui arrive quand même à tenir les promesses habituelles d'un bon film, à savoir transporter, divertir et régaler le spectateur. Donc on a ici un film assez simple, mais tout en efficacité pure. À commencer par une mise en scène rodée, la mise en scène de Ridley Scott, qui aligne les moments de bravoure et des plans fantastiques. Des plans de la planète, Mars, plutôt originaux, assez épiques, assez grand angle, assez large, où on voit un peu contempler tout le paysage. Tiki qui nous dit qu'elle a bien aimé en effet ce film, il est sympa. Est-ce que c'est ton genre de film d'ailleurs, Tiki? Le film de science-fiction. Et donc on parlait des plans de planète Mars, des plans de paysage qui sont assez originaux et qui arrivent à plonger le spectateur dans des moments contemplatifs. Et donc la planète Mars, à travers ce film, enfin, il faut avouer que elle avait jamais vraiment été aussi bien flattée au cinéma. C'est la première fois
travers ce genre de film que la planète Mars est bien retranscrite et de manière assez fidèle par rapport à la documentation officielle de la NASA. Et je dirais retranscrite de manière réaliste, puisque c'est aussi la patte de Ridley Scott, comme je disais déjà précédemment, c'est ce souci du détail réaliste. Tiki qui nous dit c'est pas trop mon truc, mais comme quoi j'arrive à aimer quand même. Mais oui, mais tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Avec Tiki, il ne faut pas avoir d'a priori, il ne faut pas avoir d'idées reçues ou de préjugés. On peut, la surprise est toujours là. On peut toujours être surpris à tout moment, dans n'importe quel genre. C'est pour ça qu'il faut être ouvert. Et c'est ça aussi la vie, c'est être surpris par des choses comme ça à tout moment. Et donc, on a Ridley Scott qui pose ses caméras, donc sur la planète Mars, ou en tout cas les décors de la planète Mars. Et Matt Damon, lui, donc du coup, il entre en piste dans ce film en signant vraiment une véritable performance digne des grands soirs. Il sait jongler avec les nombreuses cordes à son arc pour faire rire, émouvoir, créer l'empathie, pour faire vibrer ou angoisser le spectateur. Donc Seul sur Mars, ça a beau être assez prévisible dans son ensemble, le scénario, conjugué à la conduite virtuose de son réalisateur, réussit le pari de nous immerger pleinement dans l'aventure martienne. Il réussit à nous transporter de notre fauteuil vers cette lointaine planète à des millions de kilomètres pour nous faire partager le malheur de cet astronaute abandonné qui va lutter pour sa survie en se mettant en mode MacGyver dans l'espace. C'est un film dans son genre qui peut aussi se vanter de retranscrire une certaine précision scientifique et qui peut offrir une belle vitrine à la NASA, et oui, pour illustrer toutes ces scènes de vie dans l'espace, de vie sur la planète, comment une mission pourrait s'installer sur la planète de manière durable, sur le long terme, et quelles installations cela nécessiterait. Et on est aussi, aussi dans un film qui est finalement très simple, et c'est souvent le plus simple qui fonctionne le mieux. C'est pas la première fois que je le dis. Un film assez terre-à-terre qui ne cherche jamais à imposer de réflexion métaphysique un peu à la façon d'Interstellar, même si Interstellar fait partie de mes films favoris de l'espace. Non, ici, Ridley Scott, il se contente de faire son travail le plus correctement possible en proposant une grande aventure à hauteur d'homme sur fond d'héroïsme. À hauteur d'homme, et oui, on le voit d'ailleurs sur les plans juste au-dessus de moi, on est vraiment à hauteur d'homme. On est presque en mode YouTuber. Donc, amuser ou tétaniser dans ce genre de film, eh bien, il fallait choisir, et Ridley Scott, il a choisi, il a fait son choix, c'est celui de se tourner davantage vers le divertissement ludique et familial. Et dans ce cas-là, ça semble fonctionner si le spectateur est prévenu. Et moi, je n'étais pas prévenu quand je suis allé voir ce film. Je m'attendais à un film catastrophe, et même ça, même le fait que je ne sois pas prévenu, j'ai quand même bien apprécié le film. Donc, c'est qu'il ne doit pas être si mauvais que ça. Il est quand même... Bon, il a eu des prix, donc il n'est pas mauvais. C'est un bon film. Donc c'est un film où il faut seulement se contenter de profiter de la plongée spatiale, de s'amuser en compagnie d'un show, tout en péripéties trépidantes et en éclats de rire jouissifs, avec des clins d'œil et des références geeks à l'appel. On a parfois des dialogues savoureux, où il se parle à lui-même, où il parle à sa caméra, un humour au second degré, et Matt Damon est un excellent acteur à ce niveau-là, pour l'humour au second degré. Il a fait école avec George Clooney, son copain des films Ocean's 11 et ainsi de suite. Donc c'est un film dans l'espace,
assez original, je me répète, dans son genre, dans le sens où il fait vivre au spectateur ce genre de moment intense et unique, où on passe par toutes les émotions. Un peu comme l'acteur, c'est-à-dire c'est l'acteur qui passe par toutes ces émotions, et ils ont réussi l'exploit de faire ressentir toutes ces émotions au spectateur. Par exemple, comme quand on est seul au monde, finalement, et que on s'attache aux moindres détails qui nous entourent. C'est donc un film, quelque part, sur l'éveil à la nature, à notre environnement, à ce qui nous entoure, lorsqu'on est complètement isolé. Réduit à notre simple condition d'humain, tentant de survivre dans un univers dépouillé. Et il y a un procédé technique intéressant qui est utilisé, qui permet de captiver l'attention du spectateur jusqu'au bout du film. C'est le journal de bord vidéo tenu face caméra par le héros Mark Whitney, comme les plans juste au-dessus de moi dont je parlais. C'est un moyen très efficace d'entretenir une complicité entre le héros et les spectateurs. Et si on y réfléchit bien, c'est aussi un moyen de communication moderne, auquel on est habitué aujourd'hui, auquel la nouvelle génération est habituée, puisqu'on est tous habitués à regarder des vidéos sur YouTube, sur Internet, et c'est souvent en mode streamer, en mode YouTuber. Et là, encore une fois, le réalisateur a réussi son coup, puisqu'il a utilisé, il s'est approprié cette technique, ce cadrage, pour parler aux spectateurs d'aujourd'hui, avec leur code de communication. C'est là où c'est un coup de maître. Et le contexte du scénario était vraiment adapté pour réaliser cette technique. Ensuite, l'analyse scientifique du film. Donc dans le film, il est fait mention de termes techniques, comme notamment le terme sol, S-O-L. Et donc un sol dans le film, c'est tout simplement la mesure d'un jour solaire martien. Alors évidemment, une journée sur Mars n'est pas équivalente à une journée sur Terre. Et oui, vous vous en doutez. Mais ça reste étonnamment très proche. Et donc pour être exact, un jour martien correspond à 24 heures, 39 minutes, 35 secondes sur Terre. Et Mark Watney va rester 549 sols, en tout cas dans le livre, et cela correspond à environ 560 jours terrestres. Donc il va survivre pendant 560 jours sur la planète Mars. Ensuite, sur un autre aspect scientifique, normalement la force de la gravité est plus faible sur Mars que sur Terre. Environ un tiers de moins. En gros, Mark Watney a beaucoup moins de difficultés à se mouvoir, à soulever des objets lourds ou tout simplement marcher. Sauf qu'il est équipé d'une combinaison assez encombrante, réduisant l'amplitude de ses mouvements. Et heureusement que cette combinaison est là, car sur Mars, il fait froid, et même très froid. Et oui, les températures peuvent aller autour de moins 63 degrés en moyenne. Donc c'est un climat plutôt rigoureux. La température de Mars peut même descendre jusqu'à moins 140 degrés Celsius. Le chauffage est donc impératif et conduit même Mark Watney à déterrer une pile au plutonium 238 je crois, en remplacement du système du chauffage du rover. Et donc, pour les sorties en combinaison, c'est l'isolement de l'équipement qui permet de maintenir une température vivable ainsi que l'apport d'oxygène. Car l'oxygène, c'est un point qui n'est pas réellement abordé dans le film Seul sur Mars. Ou plutôt le recyclage et l'évacuation du dioxyde de carbone généré par la respiration. On est assez évasif sur cette question stockage de l'oxygène, consommation, comment il est recyclé et comment le héros va pouvoir arriver à survivre pendant 560 jours avec cette réserve d'oxygène sans jamais l'épuiser.
Et oui, évidemment, le plus grand danger n'est pas de manquer d'oxygène, mais d'être intoxiqué aussi par le dioxyde de carbone, ce fameux CO2. Donc, dans le film, la station martienne elle est équipée d'un oxygénateur qui recycle le CO2 en oxygène et stocke les autres résidus chimiques. Et donc, dans le livre, on va pousser un peu plus en détail tous les procédés techniques utilisés pour survivre. Le livre, il va donner l'occasion de découvrir de savants calculs sur les capacités potentielles de survie de Mark Watney. Il va rentrer dans des calculs beaucoup plus poussés que ceux qu'on aperçoit dans le film. Mais son problème principal dans l'histoire, à la fois dans le livre et dans le film, n'est pas forcément l'oxygène, c'est aussi la nourriture. Comment arriver à survivre pendant autant de jours quand tu n'as aucun moyen de nourriture, aucun moyen de t'alimenter? Et donc, il va falloir faire preuve d'ingéniosité. Ce qui nous amène à la vignette suivante, toujours sur l'analyse scientifique du film. Et oui. Évidemment, heureusement pour Mark Watney, le stock de nourriture dont il dispose est plutôt large du fait de l'avortement de la mission après 6 sols seulement, c'est-à-dire 6 jours solaires sur la planète Mars. Donc comme il est tout seul sur la planète, il se retrouve avec les rations de ses 5 autres compagnons. Sauf que c'est quand même pas du tout suffisant pour attendre l'arrivée de la prochaine expédition Ares 4 ou le retour du vaisseau Hermès. Le vaisseau Hermès qui est sur le chemin du retour avec ses compagnons, chemin du retour vers la Terre. Mark Watney, il est mécanicien mais surtout botaniste. Donc il va mettre à profit ses connaissances et cultiver, aussi incroyable que cela peut paraître, il va cultiver des pommes de terre sur Mars. Problème numéro 1, il n'existe pas de terre fertile sur Mars. Problème numéro 2, il n'a pas assez de réserves d'eau. Donc pour répondre aux soucis de la terre fertile, Mark Watney va déplacer une gigantesque quantité de terre martienne dans l'habitat, puis va utiliser les déchets organiques de l'expédition, en quelque sorte, les matières fécales, la merde. Oui, la merde des astronautes. L'objectif est simple, ajouter à cette terre stérile des bactéries nécessaires à la création de la vie. En théorie, il est tout à fait possible de cultiver avec des excréments humains. C'est une pratique apparemment connue en Chine par exemple. Mais attention, ce genre de culture peut développer des bactéries toxiques pour l'homme. Et ça, Strass est bien placé pour nous le confirmer. Notre fameux expert en crêpes de la télé 42. Mais bon, même si ça peut générer des bactéries toxiques, à ce niveau-là, je crois que Matt Damon ou Mark Watney, il en est plus à ça près. Je crois que on perd rien à tenter l'expérience. Donc il va tenter l'expérience. Et dans la communauté scientifique, le débat fait toujours rage sur la présence ou non d'eau sur Mars. Dans tous les cas, le héros, lui, il n'est pas en capacité de creuser profondément ou d'explorer les pôles martiens. Donc ce qu'il va faire, il n'a pas d'autre choix que de fabriquer sa propre eau pour sa consommation quotidienne et surtout pour sa plantation de pommes de terre. Le seul problème, eh bien, il doit générer une source de chaleur pour que sa chimie maison fasse effet. En fait, il va avoir recours à ses connaissances en chimie, ses connaissances scientifiques pour essayer de fabriquer de l'eau. Donc, concernant la recette utilisée par Mark Watney, elle va en réalité décomposer l'hydrazine N2H4, et là je crois que Strass va pouvoir nous confirmer. L'hydrazine qui est un composé chimique utilisé pour manœuvrer le vaisseau spatial. La réaction de décomposition en présence d'un catalyseur va donner de l'azote et de l'hydrogène gazeux. Et c'est donc lors de cette combustion de l'hydrogène qu'il est possible de créer de l'eau. En théorie.
mais l'hydrogène étant extrêmement inflammable, Mark va avoir un petit accident suite à un mauvais dosage de sa flamme et ça va provoquer une petite explosion dans la station. Mais bon, je voudrais pas spoiler, mais bon. Vous doutez bien qu'il va survivre à cette petite explosion, sinon le film serait terminé au bout de 3/4 d'heure. Strass, tu le mets sur Mars, il est fini, il n'y a pas Uber là-bas. Mais Strass, il est piégé sur Mars, il est capable de te faire des crêpes avec son pipi et avec des cailloux. Il y a Space Heat. Du moment qu'il a Star Citizen, c'est bon, il est sauvé. Continuons dans l'analyse scientifique qui est très intéressante pour vérifier les faits qui sont avancés par le film. Donc maintenant nous en arrivons aux incohérences. Effectivement, les incohérences, il y en a comme dans tous les films, et particulièrement dans les films de Ridley Scott. Mais c'est un peu le risque quand on veut essayer de faire un film réaliste. Il y a des fois on est obligé de faire abstraction de certains points ou certains critères, certains détails, si on veut pouvoir continuer à faire avancer le scénario, sinon il y aurait beaucoup de choses qui seraient impossibles. Donc, premièrement, début du film, on a une tempête qui est l'élément déclencheur qui va provoquer l'évacuation en urgence de l'équipage des astronautes, des collègues de Mark Watney, l'abandonnant sur place, puisqu'il le croit mort, il le croit perdu dans la tempête. Mais en fait, cette tempête, c'est en quelque sorte, c'est une tempête assez irréaliste et largement exagérée. Et notamment même l'auteur initial, l'écrivain Andy Weir, qui avait écrit le livre The Martian, a reconnu avoir assumé totalement le fait que cette tempête était largement exagérée dans le livre, et donc par la suite dans le film. Mais il avait besoin d'un événement suffisamment important permettant à l'équipage d'abandonner Mark Watney sur place. Donc il fallait trouver un élément, une problématique, un élément déclencheur. Donc il a fallu, en quelque sorte, faire venir cette tempête géante dans le scénario. En réalité, Mars a une pression atmosphérique très faible, moins de 1% de celle de la Terre, ce qui signifie qu'une violente tempête représente une douce brise d'été terrestre. Donc les vents les plus forts enregistrés sur la surface martienne sont pour le moment d'un peu plus de 100 km/h au maximum d'après les mesures enregistrées par la NASA. Donc vous voyez, on est loin de la fameuse tempête de poussière qui provoque l'évacuation générale. Ensuite, autre incohérence, autre problème scientifique, autre problème technique, on a le problème des radiations. Et oui, un voyage vers Mars, ou vers n'importe quelle autre planète, même vers la Lune, associé à un séjour sur la planète, pose plusieurs problèmes de radiation. Les astronautes seraient exposés à ce danger durant 2 étapes, notamment lorsqu'ils voyagent de la Terre vers Mars, donc dans l'espace, et inversement. Et ensuite, lorsqu'ils travaillent sur la surface de Mars, ils sont aussi bombardés par les radiations, puisque je vous rappelle que l'atmosphère de Mars est beaucoup plus fine et beaucoup moins épaisse que l'atmosphère terrestre. Dans les 2 cas, les astronautes seraient exposés à des particules énergétiques solaires et rayons cosmiques galactiques. Donc un voyage à sens unique de 180 jours expose, en quelque sorte, à 15 fois la dose annuelle admissible à des radiations. Et bonjour Boscodons, bienvenue à toi. Donc Watney, l'astronaute Watney, passe plus de 500 sols, donc 500 jours sur Mars, sans compter le temps de voyage depuis la Terre ou le stationnement en orbite martienne. Et donc le film choisit délibérément de passer totalement ce problème à la trappe, ce problème des radiations, pour éviter de trop complexifier le scénario et une survie déjà bien complexe. Donc on essaye de
simplifier au maximum le scénario, de ne pas prendre trop la tête au spectateur avec cette histoire de radiation. Et c'est souvent le cas dans les films de science-fiction. Mais techniquement, il pourrait exister quelques astuces pour limiter l'exposition au rayonnement. Notamment mettre en place des couches isolantes, c'est-à-dire des couches beaucoup plus épaisses de métal dans les vaisseaux, ou peut-être dans les combinaisons. Mais ça nécessite de développer de nouvelles technologies, de nouveaux matériaux qui permettent d'isoler davantage des radiations. Des champs magnétiques, créer des champs magnétiques artificiels pour annuler ces radiations, voire même faire ingérer des médicaments spéciaux aux astronautes qui permettraient à leur organisme de les protéger de ces radiations ou de développer des cancers. Mais dans la réalité, rien que les trajets extérieurs de Mark en combinaison, globalement, devraient suffire à le tuer, s'il n'avait pas une combinaison vraiment adaptée, vraiment isolante. Donc, à partir de là, ça veut dire pas de scénario. Donc c'est pour ça que, quelque part, on fait abstraction de ces petits détails techniques. Ensuite, on a un autre point, notamment, il s'agit de la manœuvre Rich-Purnell, qui permettrait une fois dans l'espace, de rentrer dans l'orbite autour de la planète pour gagner en vitesse et pour ensuite être propulsé, donc faire le tour de la planète, gagner en vitesse et avoir la vitesse suffisante pour être propulsé ensuite vers la Terre sur le chemin du retour en économisant son combustible ou son carburant, donc en faisant une économie d'énergie, en étant juste propulsé par la force d'inertie. Alors est-ce que ça fonctionne-t-il en vrai ? Est-ce que ça fonctionne-t-il ? N'est-ce pas ? Est-ce que ça fonctionne-t-il ? Eh bien, d'après certains scientifiques, oui, la manœuvre Rich-Purnell peut fonctionner, c'est-à-dire ça consiste à utiliser la force gravitationnelle associée à l'orbite d'une planète pour en faire une sorte de catapulte géante, et c'est tout à fait réaliste de penser que c'est réalisable. C'est d'ailleurs ce qui a été utilisé lors de certaines missions Apollo, notamment autour de la Lune, pour quitter la Lune, et aussi pour certains satellites, et encore aujourd'hui pour calculer les trajectoires des sondes envoyées sur Jupiter et Saturne. Notamment, je crois, il y a une sonde qui devait passer, des sondes qui sont envoyées par la NASA pour aller, qui sont toujours en cours de route pour atteindre l'extrémité, la limite de notre système solaire, mais techniquement, elles n'auraient pas le carburant ou l'énergie nécessaire pour pouvoir faire ce long trajet. Donc la NASA les a dirigées volontairement vers les orbites de planètes comme Jupiter ou Saturne, de manière, même si elles font un détour vers ces planètes, une fois qu'elles sont à proximité de ces planètes, elles sont entraînées par la force gravitationnelle et ça leur permet d'accélérer leur vitesse d'inertie et de manière à les propulser, à les catapulter vers toujours plus loin sur leur chemin vers les limites de notre système solaire sans utiliser de carburant ou d'énergie supplémentaire qui serait trop lourd à mettre en place. Donc ce sont des moyens naturels pour pouvoir se déplacer dans l'espace, en utilisant les forces gravitationnelles, les forces naturelles. Ensuite, il y avait cette question de se propulser dans l'espace grâce à l'oxygène généré dans la combinaison. Cette question, ce point qui avait été soulevé par Strass précédemment. Est-ce que c'est possible, si je suis dans l'espace en combinaison, si je fais un trou dans ma combinaison, est-ce que, avec la pression de l'oxygène dans ma combinaison, est-ce que c'est suffisant pour me propulser dans l'espace, un peu comme elle a fait le héros pour s'extirper de la sonde et pour pouvoir rejoindre la navette de ses équipiers? Et en quelque sorte, est-ce que c'est possible de survivre dans l'espace en faisant un trou dans sa combinaison et de se propulser un peu à la manière d'Iron Man? Alors techniquement, oui,
c'est possible. Mais toutes les combinaisons spatiales ont une réserve d'oxygène secondaire conçue pour gérer ce type de crevaison. Donc le système détecte une chute de pression au-delà des niveaux normaux, et donc il enclenche automatiquement l'envoi d'oxygène pour maîtriser la pression de la combinaison. Donc effectivement, il est possible de percer un trou et de survivre. En revanche, ça n'empêche pas le fait que, une fois la combinaison crevée, ça ne protège pas du froid qui va rentrer dans la combinaison, puisque dans l'espace, il fait très froid. Comme quoi, quand on compare à Mars, la Picardie est pas si mal. C'est vrai. Oui, ils le font déjà, mais ça propulse pas beaucoup. Et c'est incontrôlable avec un trou dans une combi. On est d'accord, Strass, sauf que là, on est dans le cinéma. C'est Hollywood. Donc il faut bien trouver un moyen pour se diriger vers la fin du film, vers la fin du scénario. Il me semble qu'on peut survivre quelques minutes dans le vide spatial. Alors, il me semble que j'avais vu passer cette question une fois à un moment donné sur YouTube. Est-ce que si on n'avait pas de combinaison, combien de temps on pourrait survivre dans l'espace juste en retenant son souffle ? Et il y avait une question de pression. Comme il n'y a pas de pression atmosphérique dans l'espace, je crois que le corps, si tu retiens ta respiration, il me semble que tu as moyen de pouvoir compenser ce manque de pression. Tu peux tenir quelques minutes ou quelques secondes en tout cas. Je voudrais pas dire de bêtises, c'est à vérifier. Donc, par rapport à cette histoire de combinaison, Mark Watney, il a quand même dû avoir très froid à partir du moment où il a eu un trou dans sa combinaison. Et comme disait Strass, le trou semble quand même assez petit pour générer suffisamment de pression et pour jouer Iron Man dans l'espace jusqu'au vaisseau spatial. Et aussi, il y a la possibilité aussi qu'il peut, plutôt que de le propulser, il peut juste tourner sur lui-même sans forcément être propulsé vers la navette. Donc, mais encore, en tous les cas, il fallait trouver une issue incroyable à ce scénario, donc il fallait trouver une solution, une option pour permettre au héros de rejoindre la navette et avoir une fin hollywoodienne. Donc cette option-là a été retenue. Pourtant c'est un moment où il a eu chaud. Ah elle est bonne, oh là là. Ah c'était chaud. Alors, ce qui nous amène vers cette dernière question que j'ai posée en début de live, cette question cruciale, cette question finalement, la question de la vie, la question de la mort, qui est posée par ce film. La NASA ou une autre agence spatiale irait-elle réellement jusqu'à sauver un homme seul sur une planète ? C'est la grande question du film. Un équipage entier irait-il réellement risquer leur vie et plusieurs milliards de dollars d'investissement dans le seul but de sauver une vie ? Donc le film, eh bien pour ceux qui l'ont vu, ce film apporte une réponse à cette question. C'est la réponse du réalisateur en tous les cas. Je ne sais pas. Pour moi, je pense que la question reste en suspens. Si on était vraiment aujourd'hui, si on voulait vraiment raisonner en tenant compte de toutes les contraintes financières, budgétaires, tous les aspects de la société d'aujourd'hui, est-ce qu'on irait jusque-là ? Est-ce que ce serait possible ? Je ne sais pas. Pour moi, la question là pour le coup n'est pas vite répondue. D'autant plus que les risques de radiation sont toujours extrêmement importants et ce détail technique a été un peu occulté dans le film, alors qu'en réalité ils sont toujours présents et la NASA ou les autres agences spatiales n'ont toujours pas tranché la question par rapport à comment se protéger de ces fameuses radiations en cas d'exposition prolongée, notamment lors d'un voyage long dans l'espace.
Donc l'équation reste toujours posée, elle reste toujours pour moi sans réponse. Pour Tiki, non. Sauf si la famille a les thunes. Passons à la vignette suivante. Je crois que c'est les anecdotes autour du film, le petit côté croustillant. Avant de finir ce live, et j'ai envie de finir en beauté ce live avec un petit quiz autour de Mars et autour du film, pour voir si vous avez bien suivi. Strass, lui, pense que oui, pense que c'est jouable. Imaginons, on a Donald Trump président. Si on a un astronaute qui est seul sur Mars, Donald Trump, il est prêt à signer un chèque pour envoyer toute une mission pour sauver le mec. Car il y a tout l'aspect médiatique et la crédibilité de la NASA. Ton point de vue est intéressant, Strass. Effectivement. Il y a l'aspect image qui peut entrer en conflit avec l'aspect plus terre-à-terre, l'aspect plus réaliste. Est-ce que ce genre de mission est viable économiquement et techniquement et même au niveau sur le plan sanitaire? Donc c'est très compliqué d'arriver à répondre à cette question. Le coût humain et surtout le coût d'un astronaute très entraîné et aussi l'exploration spatiale ne coûte pas si cher qu'on le pense. Alors j'ai quelqu'un qui m'envoie des textos. Donc, ce qui nous amène aux anecdotes du film. Je pense que le sujet d'étude qu'un homme ayant survécu sur Mars vaudrait des milliards investis. En Europe, c'est 12 € par an et par personne pour l'exploration spatiale, pour te dire. Ah bon ? Donc, Seul sur Mars, on l'a dit, est à l'origine le premier roman publié de l'auteur Andy Weir. Et donc après un contrat avec des éditeurs qui ne lui a rapporté aucun profit, il n'a pas gagné d'argent au départ sur ce scénario, l'écrivain il a décidé ensuite de mettre en ligne son livre en 2011. Et c'est comme ça qu'il a été repéré, et donc il a eu un certain succès sur internet, ce qui lui a permis d'attirer l'attention d'autres éditeurs comme la Crown Publishing Group. Et en mars 2013, les droits d'adaptation au cinéma ont été rachetés par 20th Century Fox, ce qui a permis au scénario du coup d'exploser à l'écran. Ensuite, autre anecdote. Matt Damon était déjà au casting d'Interstellar, film qui était sorti quelques mois auparavant, ou je crois un an ou deux avant, film de Christopher Nolan. Et souvenez-vous, dans le film Interstellar, eh bien Matt Damon il jouait déjà le rôle d'un scientifique abandonné sur une planète lointaine et devenu presque fou. Donc la coïncidence est assez rigolote, assez surprenante. Et donc pour Seul sur Mars, il a dû se remettre dans la peau de ce même genre de personnage. Il a tout de suite adoré le concept du film à la lecture du scénario, mais avant d'accepter ce rôle principal, il a eu quand même quelques hésitations parce qu'il hésitait à repartir dans le même rôle. Et après 1 an et demi d'absence quand même sur les écrans, il trouvait bizarre de rejouer un astronaute perdu dans l'espace. Mais il a quand même donné son accord pour interpréter le personnage de Mark Watney 2 jours seulement après avoir reçu le scénario. Il a dit « J'achète !» Autre anecdote, le tournage de Seul sur Mars s'est effectué dans le studio Korda, le plus grand d'Europe, que l'on peut voir juste au-dessus de moi. Un studio situé à Etiek, en Hongrie, dans lequel une douzaine de décors, dont le vaisseau spatial Hermès, la base de vie des astronautes sur Mars et la planète Mars, ont été construits. Et l'autre partie du tournage s'est effectuée en Jordanie, pour les prises de vue extérieures,
la Jordanie, qui est connue, qui est réputée pour ses paysages désertiques qui se rapprochent plus ou moins de l'authenticité de la planète Mars. De plus, on a aussi certains bâtiments de Budapest qui ont été utilisés pour simuler les locaux de la NASA. Ensuite, autre anecdote, on a les rovers de Mark Watney, les véhicules dans lesquels ils se déplacent, qui sont des véhicules tout-terrain. Ils ont été reproduits avec l'aide de la NASA et utilisés sur une partie du tournage en Jordanie. On a 2 versions grandeur nature qui ont été réalisées par 22 techniciens et ont notamment été fabriquées avec des morceaux de tracteurs. Et la production du film a donc aussi obtenu l'autorisation de filmer dans la NASA plusieurs lancements de fusées et aussi le décollage d'Orion en décembre 2014 pour pouvoir alimenter en plan le film. Autre anecdote, la présence de Matt Damon sur le tournage n'a coïncidé qu'avec celle de Jessica Chastain et les autres astronautes de la mission pendant 3 jours à la mi-décembre. Ils ont eu que 3 jours en commun de tournage. Tous les autres acteurs étaient déjà retournés chez eux lorsqu'il est arrivé au studio Korda à Budapest. Et donc, après ces scènes communes réalisées ensemble, l'acteur Matt Damon, il a tourné finalement totalement seul face à la caméra durant 5 semaines pour les besoins du film. Autre anecdote, lors du tournage de Seul sur Mars, Ridley Scott il a décidé d'offrir un petit cadeau aux Martiens. Et oui, les vrais Martiens. Donc lors du départ pour l'espace du vaisseau spatial Orion en 2014, le vaisseau de la NASA, il a joint un dessin fait par lui-même accompagné de la première page du scénario de The Martian, enfin Seul sur Mars, de manière à laisser en quelque sorte une empreinte indélébile dans l'espace infini. Autre anecdote, avec un budget initial de 108 millions de dollars, Seul sur Mars va générer, devinez, en termes de recettes, il va générer le joli score de 640 millions de dollars de recettes dans le monde, rien qu'avec sa sortie en salle. Donc avec ce genre de film, Ridley Scott, il a payé ses salaires pour une année. Et du coup, il a largement les moyens de pouvoir assumer à la fois une résidence en Angleterre et une résidence aux États-Unis. Vous imaginez 108 millions de dollars de production et au final 640 millions de dollars de recettes. C'est le pactole. Donc à la fois un succès critique et un succès financier, ce genre de film. Et donc, dernière anecdote, plus de 35 ans après Alien, et donc 3 ans après Prometheus, Ridley Scott va faire plusieurs clins d'œil au film culte de 1979, au film Alien. Notamment dans le générique du début du film, Seul sur Mars, qui est porté par Matt Damon, le générique du début du film n'est pas sans rappeler celui d'Alien, avec des plans spatiaux, une musique très, très caractéristique, et aussi la façon dont les lettres du titre s'effacent, ce qui fait penser à la manière dont les lettres apparaissent dans Alien. Et il y a certains fans aussi qui ont compris la référence lorsque, dans une scène à la fin, Beth, qui est jouée par Kate Mara, elle dit à Beck, son collègue, de faire attention car dans l'espace, et ça fait référence à cette fameuse tagline dans Alien, qui était souvent reprise sur les affiches, dans l'espace, personne ne vous entend crier. Et enfin, un autre clin d'œil, à la fin du film, l'alarme retentissant au moment où la porte de l'Hermès explose, à la fin du film, eh bien c'est la même alarme que le son de l'alarme du Nostromo dans le vaisseau d'Alien, également à la fin du film, quand l'équipage, quand Ripley essaie de s'échapper du vaisseau du Nostromo. Donc voilà plusieurs petits clins d'œil qui permettent de faire le lien entre les films et que Ridley Scott a savamment placé, s'est amusé à placer dans son film.
C'est ce qui fait aussi le petit charme du film. Bien, ce qui nous amène, évidemment, au terme de ce petit live éducatif, autour de Seul sur Mars. Mais un ciné-live ne serait pas complètement abouti sans sa petite séquence de fin, sa séquence quiz sur le sujet du jour. Donc je vous invite à participer dès maintenant. Vous pouvez vous munir d'un carnet et d'un stylo, de cahiers à spirale, de feuilles à grands carreaux perforés, comme vous voulez, tout ce que vous voulez, de stylo bic, de feutres marqueurs fluo. Nous allons nous engager dès maintenant dans le quiz Seul sur Mars. Une petite suite de questions pour voir si vous avez bien suivi et si vous êtes maintenant de fins connaisseurs en matière de ce film de science-fiction. Ok ? Donc vous pouvez participer dans le chat. N'hésitez pas à donner vos propositions. On va voir à l'issue de ce quiz qui remportera le gros lot, qui sera vraiment le meilleur Martian, le meilleur survivant de la planète Mars. Allez, première question. Qui a réalisé le film Seul sur Mars, sorti en 2015 ? Est-ce qu'il s'agit de James Cameron, de Ridley Scott, de Stanley Kubrick, de Luc Besson ou de Jean-Claude Van Damme ? Oh là là, que c'est facile, c'est easy, c'est presque trop facile. Les cheveux m'en tombent tellement c'est facile, je pense que je vais arrêter de streamer sur Twitch suite à ce genre de quiz. Si personne ne me donne la bonne réponse dans les 5 secondes, je pense que je vais me faire moine. Alors, qui a réalisé Seul sur Mars, sorti en 2015 ? Je vous laisse 5 secondes. Évidemment, il y a un petit temps de décalage avec le chat. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Eh bien... Attention, un nouveau survivant aux portes de l'abri. Merci pour le follow, Quacarpeux. Bienvenue à toi sur la TV42 et sur le Ciné Live. N'hésite pas à faire un petit coucou et à participer accessoirement au quiz. Et Boscodon qui nous dit Ridley Scott. Donc un point pour Roscodon qui est déjà en bonne voie, effectivement, pour être survivant sur la planète Mars. Bien joué. Question suivante. Combien de temps dure une journée martienne ? Et nous en avons parlé précédemment sur ce live. Alors, une journée martienne dure 12 h 30 minutes 10 secondes. Elle dure 19 h 46 minutes 30 secondes. Elle dure 24 h 39 minutes 35 secondes. Elle dure 42 h 42 minutes 42 secondes. On est sur la TV42, c'est bizarre. Ou alors, le soleil ne se couche jamais sur Mars. À votre avis, quelle est la bonne réponse selon vous ? La 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 la. Je suis perdu sur Mars. Donc apparemment il n'y a pas de réponse, donc je pense que vous devez sécher. Je vous ai coincé, et donc je vais vous donner la bonne réponse. La bonne réponse, c'est la C. Et non, Boscodon, ce n'est pas 42 heures, vu la distance avec le soleil, on en a parlé tout à l'heure, c'était le 24 heures. Une journée martienne dure environ 24 heures, 39 minutes, 35 secondes. Voilà, à peu près quasiment une journée terrienne, elle dure un petit peu plus longtemps. C'est assez intéressant de faire ce constat. Ok ? Donc toujours 1-0 pour Boscodon qui tient la tête. Question suivante. Quelle est la température moyenne à la surface de Mars ? Moins 500 degrés Celsius,
moins 63 degrés, moins 13 degrés ou moins 3 degrés. Ça fait beaucoup de moins tout ça. Donc vous avez compris, il est fait quand même froid sur Mars. Donc si on envoie une mission d'exploration sur Mars, je pense que ce serait pas une mauvaise idée de les équiper d'une cafetière, d'un bon thermos et de stock de café ou de thé pour penser à se réchauffer régulièrement. C'est assez paradoxal, hein, parce que le paysage en lui-même fait penser plutôt à une terre aride, un paysage aride, rouge comme ça fait penser à un univers très chaud, presque infernal, et en fait non, il y fait très froid. Boscodon nous dit moins 500 degrés, et eh bien non, ce n'est pas exact, ce n'est pas moins 500 degrés, tu as tapé à côté. La bonne réponse était moins 63 degrés. Et oui, la température moyenne à la surface de Mars est de moins 63 degrés. Donc c'est vraiment limite, même sans combinaison, je ne sais pas si on arriverait à survivre. Et donc les températures peuvent aller jusqu'à un minimum de moins 143 degrés et un maximum de 20 degrés. Donc il y a certains jours où la température peut quand même remonter jusqu'à 20 degrés. Mais je pense qu'ils doivent quand même être assez rares. Allez, question suivante. La planète Mars est plus grosse que la Terre. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Ou c'est la mer Noire? Ah! Est-ce que la planète Mars est plus grosse que la Terre? C'est une bonne question, Jean-Michel ou Jean-Pierre. Je pense que je vais choisir le 50-50. Et peut-être après, je vais prendre l'avis du public. Et peut-être l'appel à un ami. Ou alors je vais demander à Julien Lepers. Alors à votre avis, est-ce que c'est vrai? Est-ce que la planète Mars est plus grosse que la Terre ou non? La question mérite d'être étudiée. Bien, figurez-vous que moi, de premier abord, je me suis fait avoir. Parce que je pensais, au début, que la planète Mars était faux. Elle fait environ la même taille. Alors effectivement, tu as une bonne réponse, Boscodon. Effectivement, moi aussi je pensais, enfin, pas moi aussi, moi je pensais au départ que la planète Mars était plus grosse que la Terre. Et en fait non, c'était faux. Et l'autre réponse, la mer Noire, n'avait rien à voir non plus. Mars est en fait une petite planète rocheuse. Elle est 7 fois moins volumineuse et 10 fois moins massive que la Terre. Ok ? Donc effectivement, elle est moins grosse que la Terre. Allez, dernière question. Et après, on remballe et on ferme. L'atmosphère de Mars est constituée principalement d'azote, d'oxygène, de dioxyde de carbone, de méthane ou de gaz hilarant. Ah, bonne question, Jean-Louis. À votre avis? Est-ce que l'atmosphère de Mars est constituée principalement d'azote, d'oxygène, de dioxyde de carbone, de méthane, de gaz hilarant? On en a parlé aussi pendant le film. Enfin, pendant le live. Et attention, un nouveau survivant aux portes de la Bray. Merci pour le follow, il y a eu un nouveau follow, c'est XT Woblindes. Bienvenue à toi sur la TV42, bienvenue à toi sur le Ciné Live. Petite analyse du film, un nouveau survivant Seul aux sur portes Mars. de la Bray. Et aussi un autre follow qui viens-je de voir arriver. Merci au
au nouveau follow. Et attention, un nouveau survivant aux portes de la Titi qui vraie. me dit gaz hilarant, hélium. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Salut, Quacarpeux. Et donc, c'est le Chacal TV qui vient de rentrer dans l'abri 42. Donc, merci à toi et bienvenue. Donc, je vais vous donner la bonne réponse. Pour Phoenix, tiens, salut Phoenix. Pour Phoenix, la bonne réponse, c'est la C. Oh, et Maître Lee qui nous lance un raid. Merci à vous. Merci encore une fois, Maître Lee, pour le raid. Merci. Ben disons, il y a beaucoup de follow cet après-midi. Salut à vous. C'est toujours très appréciable, merci. J'apprécie le geste. Vous en êtes un autre, Maître Lee. Merci à vous. Merci. Je ne vous dirai jamais assez merci. Bienvenue à vous. Bienvenue Insolente. Bienvenue à tous les nouveaux arrivants. Bienvenue à vous sur ce live, sur ce ciné-live autour du film Seul sur Mars. Alors, puisque vous venez d'arriver, à votre avis, est-ce que l'atmosphère de Mars est constituée principalement d'azote, d'oxygène, de dioxyde de carbone, de méthane, de gaz hilarant? Et c'était Phoenix qui nous donnait la réponse C, de dioxyde de carbone. À votre avis, est-ce que vous êtes d'accord avec Phoenix? Chevalier du Phénix, dans les Chevaliers du Zodiaque. À votre avis? Moi, j'ai une petite idée, mais je vais pas vous donner la réponse. Insolente qui rejoint Phoenix, effectivement, la réponse C, la réponse C a l'air d'être plébiscitée. Moi, je dirais du gaz hilarant pour Quacarpeux. La réponse A, azote pour le Chacal TV. Et pour Maître Lee aussi. Eh bien, je vais vous donner la réponse. Eh bien, la bonne réponse était du dioxyde de carbone. Ouais, le C. Bravo à Phoenix et bravo à Insolente. Bienvenue, mais aussi bravo à vous pour avoir donné la bonne réponse. Et donc, ça reste, c'était qui ? Ça reste Bosco Dons qui garde la tête, qui sera élu le survivant de la planète Mars aujourd'hui. Donc effectivement, l'atmosphère de Mars est constituée à 96% de dioxyde de carbone, CO2, de 2% d'argon, symbole AR, et 1,9% d'azote, N2 et NO. Effectivement, il y a de l'azote, mais pas majoritairement. Le reste étant des traces d'oxygène, de monoxyde de carbone et de vapeur d'eau et d'autres gaz. Effectivement, d'autres gaz en tout genre, oui. Bien. Ainsi prend fin ce live incroyable, ce ciné-live sur le film Seul sur Mars, sorti en 2015, un film de Ridley Scott avec Matt Damon. Du coup, faut planter des arbres et on aura de l'oxygène sur Mars. Oui, effectivement, Maître Lee, il faudrait faire de la terraformation. D'ailleurs, je crois qu'à un moment donné, la NASA y songeait. Et je crois qu'il y a des études qui sont des recherches qui sont menées par des universités prestigieuses affiliées à la NASA et qui étudient ce concept, ce projet de terraformation qui pourrait être aménagé sur des planètes pour permettre de mettre en place une atmosphère respirable et pouvoir pérenniser des colonies humaines sur ces planètes. Ah bah c'est la fin, mais c'est malin ça. Pff. À quoi ça sert de lancer un raid quand c'est un live qui est en train de finir? Mais ouais, mais les amis, le ciné live, c'est le mercredi de 14h à 16h. Je peux pas faire durer plus longtemps, écoutez. Enfin, qu'est-ce que c'est ces gens là qui arrivent sur un live et qui sont mécontents? Voilà. Si vous êtes mécontents, contactez le SAV de la TV42. Voilà. C'est dans le Discord, il va falloir qu'on crée un salon SAV. Et c'est géré par Jean-Christian. Moi, je ne veux rien avoir à faire avec ça. J'ai assez de problèmes comme ça pour en plus rajouter un problème de SAV ou de hotline ou je ne sais quoi. Bien. Alors, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie.
que vous en avez appris un petit peu plus sur les intentions de ce film, sur le film Seul sur Mars. Et puis voilà, et puis même si vous ne l'avez pas vu, je vous invite donc à le voir, à le visionner, et puis à revenir vers nous ou vers moi, que ce soit sur Discord, sur la TV42 ou sur la chaîne YouTube, la TV42, où le replay de ce live sera disponible, pour échanger, pour donner votre avis, vos commentaires sur ce film incroyable. Non, franchement, c'est un film, je vous le recommande, c'est un bon film de science-fiction, qui est original dans son genre. Matt Damon est incroyable dans ce film, c'est très réaliste, même s'il y a quelques petites incohérences, mais ça passe, on y croit. Et franchement, ça vaut le coup, et rien que le fait d'avoir fait ce live, ça m'a donné envie de le revoir, et donc je pense que je ne vais pas tarder à le revoir très bientôt. Ok, j'appelle direct le SAV. Merci Maître Lee aussi pour nous avoir aidé ici, car je trouvais pas. Eh bien, bienvenue à toi, Daily à vidéo. Bienvenue à toi. Donc les amis, je vais vous laisser, car les journées sont courtes. Ici, dans les studios de la TV42, il y a encore énormément de choses à faire avant la fin de la journée. Je vais m'éclipser. Je vous souhaite de passer un bon après-midi. Restez connectés sur la TV42, car ce soir je crois qu'il y a encore du live, du stream, avec un autre streamer ou une autre bande de streamers déjantés de la TV42. Je crois que c'est à partir de 19h ou 20h, donc restez connectés. Vous pourrez retrouver le replay de ce live, le ciné-live, sur la chaîne YouTube The Vault 42, comme les replays des autres ciné-live auparavant, sur les autres films que nous avons traités. Le ciné-live, le live éducatif, éducation à l'image avec DosGeeks sur la TV42 tous les mercredis après-midi de 14h à 16h évidemment, pendant le confinement et peut-être hors confinement si nous avons les financements qui nous permettent de continuer, de prolonger ce service. Si vous avez des réclamations à faire, je vous invite à contacter le Discord de la TV42 Salon SAV ou @Jean-Christian. Et moi, je vais me retirer dans ma loge pour me préparer pour mes autres tâches très rapidement. Je vous fais de gros filous. Je vous fais de gros bisous. Qui c'est qui me balance, qui me spam avec Phasmophobia? Ouais, c'est bon, le live sur la TV42 c'est fini. On repart sur Phasmophobia. Ouais, Phasmophobia. Ouais, Maître Lee. Maître Lee est là chez lui. Attendez, là, putain, je viens de me faire 148 heures de Phasmophobia. Vous en voulez encore? Mais putain, vous êtes increvable. Ok, bon après-midi à toi et merci. Bon après-midi à vous. Gros bisous. Passez une bonne soirée. Ce n'est qu'un au revoir. On se retrouve très prochainement et plus vite que vous ne me pensez, puisque vous me retrouvez dès demain après-midi sur le live dessiné sur la TV42 de 15h à 19h pour dessiner un nouveau personnage totalement incroyable. Et en compagnie de Jean-Christian. Allez, bye, bisous à tous. Bonne soirée, bon après-midi. Et que le cinéma soit votre meilleur allié dans la vie.